Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau On parle foot. Je suis extrêmement content de vous retrouver après un petit peu plus d'un mois d'absence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un débrief sur la saison entière de la Ligue 1. On va parler de mes coups de cœur, ceux de l'équipe que j'ai un peu moins aimé, leur réussite et aussi leur manque de réussite, ce qui s'est mal passé pendant leur saison. On va essayer de donner des raisons à leur échec. Et on va essayer de débriefer un peu tout ça. J'ai pas fait des focus sur toutes les équipes, c'est plus les équipes, voilà, les grosses équipes ou alors les équipes qui sont totalement loupées pendant cette saison. Donc on y va maintenant, donc je vous propose de lancer le générique. Alors notre lanterne rouge c'est Bordeaux, avec 31 points. Bon déjà juste un petit peu de contexte. L'année dernière en 2020-2021, ils avaient été finis 12e il me semble, mais pas tant de points que ça de la zone de relégation. Ça a été une saison vachement compliquée avec le Covid. Ils avaient été, les actionnaires américains, il me semble, avaient presque déposé le bilan. Je ne sais plus si c'était vraiment passé, mais en tout cas, le club a été repris par Gérard Lopez, qui était un investisseur dans le foot qu'on avait déjà connu à Lille. Il y avait déjà eu quelques petits problèmes avec lui, donc on pouvait sentir un peu que ça allait mal se passer cette saison. Donc ils finissent 20e avec 31 points. On a une début de saison avec peu d'investissement ou alors vraiment des joueurs en mercato qui ont été très mal choisis. On a un nouvel entraîneur qui vient s'installer sur le bord bordelais qui est Petkovic, donc qui est l'entraîneur suisse qui a battu la France en huitième de finale de l'Euro cet été. Donc alors son bilan à lui est catastrophique, c'est un des pires de l'histoire des Girondins de Bordeaux, c'est 4 victoires, 6 nuls et 13 défaites. Donc quand il est limogé, ils sont 19e. Donc qui va par rapport remplacer? C'est David Guillon. David Guillon qui va pas faire un bilan, va pas faire un meilleur bilan, c'est 2 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Donc en tout, sur la saison entière bordelais, ça fait 6 victoires, 13 nuls et 19 défaites, donc ce qui est énorme. On peut aussi dire que c'est une des pires défenses de Ligue 1, avec 91 buts encaissés, ce qui fait aussi l'une des pires défenses des 5 grands championnats européens. Ce qui est assez notable dans cette saison, c'est qu'il y a 7 équipes dans le championnat de France qui ont marqué plus de 4 buts. Donc on peut dire qu'il y a eu, je crois, Lyon a battu 6-1. On a eu Rennes qui a mis 6-0, il me semble. Ils se sont pris vraiment des gros scores cette année. Donc déjà, on peut voir un petit parallèle, c'est avec la pression, les résultats, plus les grosses défaites. Le moral a dû être tout en bas. En plus, ce qui se passe, c'est que Gérard Lopez a très mal géré son club. Il y a une mauvaise construction d'équipe, comme je l'ai dit au début, plus d'énormes problèmes internes. C'est-à-dire qu'il y a des très gros conflits dans les 3 axes du club, c'est-à-dire entre les joueurs et les supporters, entre les supporters et les dirigeants et entre les joueurs et les dirigeants. C'était un foutoir complet. Il y a des joueurs qui se sont fait accuser de racisme par les supporters, comme Benoît Costil. Les dirigeants ne payaient pas certains joueurs. C'était l'anarchie, un club complet plongé qui est pour moi un club historique qui a plusieurs championnats, qui a gagné plusieurs championnats de France, même d'ici la dernière décennie, ils ont gagné un championnat de France. On est sur un club historique qui coule, c'est-à-dire que là, on en est à la situation actuelle, c'est qu'on a appris il y a quelques jours que Bordeaux était relégué en National 1 par la DNCG avec 40 millions de dettes, donc ce qui n'est pas énorme, mais il faut les trouver quand même. Donc, où est-ce qu'ils vont réussir à trouver cet argent? S'ils ne la trouvent pas, ils seront relégués en National 1. Donc ils deviendront un club amateur. Ce qui est donc en plus peut-être une liquidation judiciaire pour le club. Donc comment éviter un peu cette situation? Il va falloir vendre des joueurs, par exemple Wang, qui est estimé à peu près à 11 millions, en tout cas sur le marché. Il va falloir réinvestir, c'est-à-dire que Gérard Lopez ou les investisseurs américains vont devoir remettre de l'argent de leur poche. Ce qui n'est pas gagné pour le coup, et aussi pourquoi pas l'argent de CVC, qui est le fonds d'investissement qui a investi dans la Ligue 1. Et je crois qu'il doit toucher à peu près la moitié de ce qu'il devait toucher, donc c'était à peu près 16 millions de base, et donc vu qu'il descend en Ligue 2, ça sera à peu près 8 millions. Voici pour Bordeaux, une situation très triste pour un club historique, qui a des supporters très engagés, un beau stade, donc c'est bien dommage. Alors tout de suite on va passer à l'ennemi vert, parce que comme vous avez vu ici on est dans un clan lyonnais, les Stéphanois Saint-Etienne qui a fini 18e avec 32 points, là aussi situation catastrophique du club. C'est triste d'avoir pour moi l'un des plus grands, enfin le plus grand club historique de la Ligue 1, c'est Saint-Etienne, avec 10 championnats de France remportés, des finales de Ligue des Champions. Donc c'est terrible de les voir. Donc quel contexte un petit peu? Déjà, il faut savoir qu'ils sont descendus en Ligue 2. Et c'était 18e, donc 18e c'est la phase de barrage, c'est-à-dire qu'ils doivent affronter un club qui a fait les barrages de Ligue 2. Et pour le coup, c'était Auxerre. Ils ont perdu au tir au but, et je ne sais pas si on pourra montrer quelques photos, quelques vidéos au montage, mais il y a eu des invasions de terrain avec des feux d'artifice, de la pyrotechnie qui a été invitée sur le terrain. C'était catastrophique. Enfin, une situation de club qui est électrique.
Et donc, comment on peut expliquer cette situation? C'est des gars, on peut l'expliquer que cette situation trame un peu depuis quelques années, depuis à peu près 2 ans, à partir du moment où Claude Puel est apparu sur le banc de l'AS Saint-Étienne. Ce qui s'est passé, c'est que l'AS Saint-Étienne a donné les pleins pouvoirs à Claude Puel, qui est devenu à peu près le manager de l'équipe, et même du club, on pourrait dire. Donc, quel est le bilan de Claude Puel? C'est l'un des pires bilans de l'ère de Saint-Étienne, c'est-à-dire avec 1,7 points pris par match, ce qui est dérisoire. Donc on a un bilan de 35 défaites, 20 nuls, et en 75 matchs, donc c'est énorme. Et cette saison, du coup, il a fait que 17 matchs, parce qu'il faut savoir que il a été remplacé, limogé au cours de la saison. Donc c'est 2 victoires, 6 nuls et 9 défaites en 17 matchs. Ils étaient 20e quand Claude Puel s'est fait démise de ses fonctions. Il faut savoir du coup que le manager Claude Puel, lui, la politique qui a été sa politique sportive, ça a été de virer tous les joueurs un peu expérimentés. On pense à Wabi Kazri, on pense à Stéphane Ruffier l'année dernière, on pense à beaucoup de joueurs comme ça qui avaient un certain cadre et il les a vraiment poussés vers la sortie pour laisser place à des jeunes. Donc déjà le contexte de cette saison 2021-2022, c'est qu'au départ de cette saison, on a presque que des jeunes. C'est que des jeunes joueurs inexpérimentés qui arrivent sur le terrain et on sentait la catastrophe venir. Donc, lorsque Claude Puel a été démis de ses fonctions, c'est un entraîneur bien connu de la Ligue 1 qui s'est emparé de son banc, c'est Pascal Duprat, qui avait déjà fait plusieurs remontées, donc c'est un peu un pompier de service. On avait déjà vu une belle remontée avec Evian, et on avait vu la plus grande remontée possible d'un club de Ligue 1, c'était avec Toulouse, qu'il avait sauvé la dernière journée, donc c'est assez exceptionnel. Mais du coup, Duprat qui revient sur un banc de Ligue 1, et il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire, c'était une équipe beaucoup trop faible. Duprat n'est pas un grand tacticien, il n'a pas vraiment pu faire de miracle. Malgré quand même quelques bonnes périodes, je m'en souviens après le derby perdu contre Lyon, ils avaient une plus ou moins bonne période. Et un peu plus tard dans la saison aussi, sauf qu'ils avaient eu une cuisante défaite contre la pire attaque de Ligue 1 qui était Lorient, il me semble. Ils ont perdu 6-2. Donc je pense que c'était vraiment la débâcle qui a vraiment mis les bases d'une descente en Ligue 2, en tout cas d'une place de barragiste, et ils n'ont pas su s'en sortir. Ils ont fait beaucoup de défaites d'affilée, en tout cas dans les 4 ou 3 ou 5 dernières journées, ce qui n'a pas pu les faire sauver. Ils auraient pu se battre, je pense, avec Lorient du coup et Clermont, mais ils n'y sont pas arrivés. Donc on a encore un des plus grands clubs historiques de France qui part en Ligue 2. Je sais que le club est à vendre et qu'il y a des nouveaux investisseurs qui pourraient investir dans le club, même racheter le club complètement, donc ça pourrait relancer une nouvelle politique. Je sais que c'est Batles qui va devenir le nouvel entraîneur pour cette saison en Ligue 2, qui est un bon entraîneur, formé au cru à Saint-Étienne, qui peut peut-être relancer la machine. Je sais qu'il a un bon jeu, il avait fait des bonnes impressions avec 3 cette année. Donc je leur espère quand même de remonter, parce que moi je tiens à mon derby. Ça sera triste cette année sans vous les Stéphanois, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais peut-être en décevoir certains, parce que je vais pas parler de pas mal d'équipes là, en tout cas je vais pas parler de Clermont, toutes les équipes qui sont un peu battues pour le maintien. Je vais plutôt parler de Montpellier, parce que Montpellier c'est toujours une situation qui m'a assez interrogé. C'est une équipe avec de beaux joueurs, je pense directement à Savanier, qui est un excellent joueur, mais qui joue dans une équipe qui n'a pas d'ambition pour moi. C'est une équipe qui n'a pas, depuis leur titre en 2012, ils n'ont presque rien fait. Ils végètent dans le top 10, entre le top 10 au-dessus ou en dessous. Ils n'ont presque jamais goûté à l'Europe. Donc c'est quand même une situation qui me déplaît. Je pense que surtout la perte de Laborde et de Andy Delors les a beaucoup affectés. Ils n'ont pas fait un super recrutement. Donc ouais, c'est le fait qu'ils soient 13e, alors qu'ils ont quand même des joueurs Mollet, Mavedidi, Savanier, ça me rend un peu triste. Donc je voulais juste faire une petite ligne sur Montpellier, parce que voilà, je trouve que c'était important de parler du fait qu'ils n'avaient aucune ambition, et que de toujours vouloir jouer entre la 10e, la 13e et la 7e place, je trouve ça moyen. On va passer à la 10e place, qui est occupée par Lille, champion en titre. Un champion en titre déchu, plus que déchu je dirais même, avec, donc je regarde ici, combien de points? On est à 55 points, ce qui est dérisoire. Pourtant, ils avaient gardé presque tous leurs joueurs. Ils avaient perdu peut-être Mike Maignan, quelques gros calibres, mais ils avaient quand même gardé une belle ossature. Burak Yılmaz, Sven Botman, Renato Sanchez, Bamba, tous ces joueurs étaient là. Donc je trouve ça assez dommage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelques petites stats. Donc
En fait, c'est vraiment des stats qui sont révélatrices du niveau et de la position de Lille. C'est qu'ils sont 10e défense et 13e attaque. Donc en fait, ça confirme vraiment le fait qu'il n'y a pas il n'y a pas de bizarrerie comme on pourrait avoir avec l'OL par exemple, mais en tout cas, ouais, ils méritent leur place. C'est assez dommage parce que bon, c'est un club qui est champion de France. Moi, j'ai pas particulièrement, j'ai pas vraiment d'attache avec ce club. Je trouve que voilà, l'ambiance au stade Pierre-Mauroy, c'est pas dingue. Euh, voilà, mais bon, c'est dommage parce que c'est quand même le tenant du titre. Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Je pense que ce qui les a fait le plus perdre, c'est la perte de Christophe Galtier qui est donc parti à Nice. Et le remplacement, surtout, je pense que c'est plutôt leur remplacement par Jocelyn Gourvenec qui est catastrophique. Je ne sais pas pourquoi Olivier Létang, qui est donc le président de Lille, pensait à Jocelyn Gourvenec, qui n'est pas un entraîneur avec une grande réussite en Ligue 1, qui n'est pas un entraîneur assez prodigieux en Europe. Alors il faut quand même soulever, bon après là je fais surtout un focus sur la Ligue 1, que c'est Lille qui est quand même passé en huitième de finale de la Ligue des Champions, qui a quand même battu Séville. Bon, ils se sont retrouvés en huitième contre Chelsea, ils n'ont rien pu faire, mais ça c'est outre. Faut pas parler de la Ligue des Champions ni rien, comme quand je parlerai de Paris, maintenant je parlerai que de la Ligue 1. Là ils ont fait une mauvaise saison, Lille, c'est dommage. Mais voilà, c'est peut-être un contre-coup après le championnat, c'est normal. Ok, maintenant je passe pour la 9e place avec Nantes. Je vais faire un petit pick-up à Nantes parce que c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait. J'ai dit que je parlerais que de la Ligue 1, mais quand même, je trouve que 9e pour une place de ancien barragiste l'année dernière en 2020-2021, ouais c'est ça, ils avaient quand même fini barragiste. Donc je trouve ça assez exceptionnel qu'ils soient déjà dans le top 10. Et puis surtout, leur finale de Coupe de France gagnée contre Nice. Bon, ça fait pas trop partie, mais il y avait quand même, on sentait même en Ligue 1 qu'il y avait quand même une bonne énergie avec cette Coupe de France. Je trouve ça incroyable. Bien joué à Antoine Combaré, qui a réussi à relever cette équipe d'une situation qui était catastrophique l'année dernière et qui s'améliore. À voir comment ils vont faire pour l'année prochaine. Ils vont perdre beaucoup de joueurs, je pense. Je ne sais pas comment ils vont faire leur recrutement, mais à voir comment le président Kita va s'en sortir. On verra bien, mais en tout cas, voilà. Chapeau à Nantes qui a fait une super saison. Franchement, alors que tu étais barragiste, faire une saison comme celle-ci, c'est quand même assez incroyable. Voilà, je voulais remercier plus une équipe avec. Il y avait une super ambiance à la Beaujoire tout le temps, des joueurs qui ont tout donné pour leur club. Et c'est bien parce que ça a toujours été un peu compliqué ces dernières années avec le président Kita et les supporters. Donc je trouve ça super important. Pour la 8e place, ça me fait mal de le dire, mais voilà, c'était un désastre ce qui s'est passé cette année. En tant que supporter lyonnais, j'ai extrêmement mal vécu cette saison. Tous les matchs, j'ai eu beaucoup de peine à les regarder, très peu de fond de jeu, pas d'ambition, pas de combativité. Voilà, c'était juste un petit cri du cœur. Mes amis, j'espère que la saison sera beaucoup mieux. Maintenant, je vais enlever mon écharpe et être objectif. Bon alors, cette saison en quelques chiffres, c'est 17 victoires, 11 nuls et 10 défaites. Ce qui est énorme. 10 défaites. On a 50 buts encaissés, donc 11e défense et 64 buts marqués, 4e attaque. Donc c'est là où quand je parlais avec Lille, qui était plutôt raccord, là on a quand même une belle attaque, 4e attaque, et quand même 11e défense, c'est là où on peut voir exactement le point faible. C'était la défense cette année, mais on verra plus tard qu'il n'y avait pas que la défense pour le coup. Les points importants de la saison, mercato trop tardif. En fait, le déclenchement de cette saison, c'est quand même c'est ce mercato. C'est un mercato où il n'y avait pas de fonds, il fallait enlever des joueurs qui sont partis très tard dans l'année. Donc on a eu un mercato assez tardif avec des erreurs de casting. Avec vraiment des erreurs de casting. On a eu Boateng et Emerson Shaqiri qui n'ont rien apporté, si ce n'est de la lenteur sur le terrain. Donc il y avait vraiment, c'était assez nul. Ensuite, on peut expliquer aussi par le départ de Memphis, qui avait fait une saison extraordinaire la saison dernière. On avait fini 4e, on était en course pour le titre. Mais effectivement, le départ de Memphis, ça fait beaucoup de mal parce qu'il n'a pas été remplacé. Moussa Dembélé était lui revenu de près de l'Atlético, donc on aurait pu. C'est vrai que c'est un peu substitué à lui, mais en tout cas il a eu un peu de mal à se remettre dans le mood. Puis Memphis c'était un joueur qui était assez incroyable parce qu'il savait faire jouer les autres, il avait une technicité, une présence, une prestance qui était assez incroyable. Donc voilà, donc je trouve ça assez dommage qu'on ne l'ait pas remplacé, il n'y avait pas d'argent aussi, donc forcément c'était assez dommage. Un des autres gros points que je voulais aborder de cette saison lyonnaise, c'est la grosse irrégularité du jeu, des joueurs. On est quand même capable de mettre 3-0 à Marseille et la semaine d'après perdre 3-2 à Metz, qui était dernier de la Ligue 1 à ce moment-là. Donc c'est invraisemblable ce qui se passe. Ce club, c'est là où je pointe surtout la mentalité des joueurs. Je pense que les joueurs ne font pas tout. Je pense qu'on est plutôt placé sur une idée d'un club un peu tremplin où certains joueurs viennent juste pour aller plus haut et du coup ça a fait une mauvaise synergie, les joueurs n'étaient pas enthousiastes à jouer tous ensemble. Je pense qu'il y a eu pas mal, je sais pas si vous avez vu l'article de l'équipe qui est sorti il y a quelques temps, tous les problèmes internes qu'il y a eu entre Marcelo qui pète et qui se fait exclure du club, c'était aberrant. Juninho qui part en plein de saison, des problèmes entre recruteurs, dirigeants. Il s'est passé plein de choses qui fait que ça a vraiment nui à l'image du club et dans le club.
à l'ambiance générale. Donc voilà. Ensuite, un autre gros point, donc comme je l'ai dit, défense très faible. On a perdu beaucoup de points sur une défense qui a sauté à la dernière minute, ou alors sur des gros scores. Par exemple, sur l'énorme humiliation que Rennes elle nous a mis, c'est-à-dire qu'on a perdu 4-1 à l'aller et 4-2 au retour, ce qui fait 8-2 au total mis par l'ancien entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, donc ce qui nous a fait assez mal. Donc je disais défense très faible, malgré quand même une bonne saison de Castello Luqueba, qui est quand même un des bels espoirs de ce club. Et aussi, je voulais revenir sur la défense, on a quand même pris 3 buts en 10 minutes face à Nice, alors qu'on menait 2-0 à la 80e. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est je pense personnellement, un des plus grands tournants de la saison, c'est de perdre à 10 minutes du terme 3-2 alors qu'on menait 2-0. Ça a été assez dur pour les têtes, malgré aussi le match contre Paris, qu'on perd 2-1 sur une faute soi-disant de Malo Gusto sur Neymar, alors qu'on avait vu qu'il n'y avait pas trop faute. Tout ça, ça a un peu dérangé et ça a mis mal, je pense, les organismes et surtout le moral des joueurs. Donc il y avait aussi une irrégularité, pas qu'en défense, mais aussi en attaque, malgré que Moussa Dembélé fait quand même une bonne saison. Il me semble qu'il met 21 buts, il doit être 4e meilleur buteur de la Ligue 1. On a vu sur les expected goals que, en général, l'Olympique Lyonnais est le club qui a généré le plus grand pourcentage des expected goals. C'est-à-dire qu'on aurait dû marquer le plus de buts limite en Ligue 1 si on avait été très régulier. Bon, ce qui n'est pas le cas, Moussa Dembélé a quand même marqué 21 buts, comme je l'ai dit, mais sinon ça ne suit vraiment pas du tout. On a Toko Ekambi qui marque, je crois, 12 buts, mais c'est une irrégularité totale avec des face-à-face ratés de Tino Kadewere qui a été un fiasco, c'était mauvais, c'était nul. Ou c'est Mawar qui, lui, frappe comme un enfant de 12 ans, sans force. C'est terrible. En fait, du coup, voilà. Et puis, on a, du coup, peut-être revenir sur Lucas Paqueta, qui a fait 6 mois comme le meilleur joueur de la Ligue 1, puis qui a fait 6 mois comme le pire joueur de la Ligue 1. C'est assez fou. Je pense que ça rime avec le départ du Juninho et le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle. Ouais, je peux les expliquer de cette façon-là. Puis, du coup, c'est comme ça, cette baisse de régime. Peut-être qu'il va partir cet été. On verra, ça sera peut-être une autre vidéo où je parlerai du mercato de la Ligue 1 en général. Mais en tout cas, voilà pour Lyon, sentiment comme je vous l'ai dit au début, extrêmement déçu. J'espère vraiment que la saison prochaine sera mieux, avec le général Lacazette qui revient. On a de grands espoirs. On joue quand même pas la Coupe d'Europe, on va se faire un peu chier, mais bon, c'est comme ça, supporter. Alors, tout de suite à la 7e place, on a le RC Lens, qui fait à peu près la même saison que l'année dernière quand même, où ils finissent, il me semble, 7e ou 6e, je me rappelle plus trop, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, ouais, belle saison, on a un beau collectif, bien mené par Franck Hez, qui fait une autre belle saison de Ligue 1 comme l'année dernière, avec des bons joueurs. Franchement, on a vu de très bons joueurs, une bonne force collective, c'est exactement ce que je voulais souligner, avec Seko Fofana, Jonathan Clauss ou alors Kelly Mwendo, qui ont fait des très bonnes saisons. Et c'est là où peut-être on verra Seko Fofana partir à Paris ou alors Jonathan Clauss récompense encore pour sa saison et pour sa sélection en équipe de France, peut-être à Marseille ou dans un autre club. Ouais, c'était une belle équipe à voir. J'ai réussi à les voir jouer. Moi, quand j'étais parti au Parc OL voir Lyon-Lens, c'était vraiment une belle équipe. Ils avaient posé énormément de problèmes à Lyon. Bon, on avait gagné malheureusement pour eux. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur leur saison? Belle saison, mais un peu trop juste, je pense, physiquement pour la fin. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même 7e. Ils ne sont pas européens comme l'année dernière non plus. C'est dommage. Ça aurait été une belle ambiance à Bollaert d'avoir des matchs de Conference League ou d'Europa League. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près le petit point que je voulais mettre sur Lens. Maintenant, le Stade Rennais qui a fini 4e avec 66 points, égalité de points avec le GC Nice qui avait 5e. Donc voilà, donc je ne vais pas parler de Nice puisque voilà, je trouve que leur saison n'est pas dingue, ça me plaît pas trop. Voilà. Je vais plutôt parler de Rennes qui fait une excellente saison avec quelques petits bémols quand même. Donc 66 points, égalité de points avec Nice, c'est le premier club européen dans lequel on va parler, donc qui se qualifie en Europa League pour les phases directes en poule. Donc comment on peut expliquer leur réussite, mais aussi quand même un peu de frustration, je pense. Je pense que les supporters rennais doivent être assez frustrés de leur saison tout de même, parce qu'ils font un super football, très offensif, mais ils finissent quand même 4e avec tout l'investissement qu'il y a eu cet été. De ne pas avoir eu cette place qualificative en Ligue des Champions, c'est assez dommage, mais ils ont quand même proposé un super foot toute l'année. Donc comment l'expliquer? Premier point, un gros mercato. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un très gros mercato, mais intelligent. C'est-à-dire qu'on a quand même un directeur sportif qui s'appelle Florent Maurice, qui est l'ancien directeur sportif de l'OL, qui a fait quand même venir des bons joueurs. Il a fait venir des bons joueurs, c'était assez intelligent, Majeur, Laborde, Souleymana, qui ont quand même coûté pas mal d'argent, mais ils avaient les fonds. Les Rennais, et c'est quand même des joueurs, ils ont bien construit leur effectif avec un Bruno Genesio, le Pep Genesio qui est donc revenu en France après son expérience en Chine et après son expérience à l'OL. Il revient en France pour prouver, je pense, voir ce qu'il a appris peut-être à l'étranger et voir peut-être sa maturité. Mais en tout cas, il est revenu
Et on a eu un début un peu poussif. On a eu un début un peu poussif en Ligue 1. Je pense que personnellement, je peux l'expliquer par déjà la mise en place d'un nouveau système avec un nouvel entraîneur et aussi par les tours de qualification en Europa Conference League qui font dépenser un peu d'énergie. Euh, donc début poussif, mais quand même victoire contre le PSG 2-0 au début de la saison. C'est le premier club à faire tomber Paris, ce qui est quand même une sacrée belle performance. On a une amélioration au fil de la saison, une régularité qui s'installe avec quand même une belle force collective et une belle force d'attaque. On sait que, comme on peut le voir très là, avec des stats, par exemple, il y a 3 joueurs dans le Stade Rennais qui sont à plus de 3 buts. Donc il me semble que tu as Jonathan Laborde, Gaëtan Laporte, pardon, Martin Terrier a plus de 21 buts, Bourigeaud et même Guirassy qui a 9 buts. Donc ça fait presque 4, donc ce qui est énorme. Ils sont deuxième meilleure attaque de Ligue 1 juste derrière Paris. Aussi, donc, comme je l'ai dit, contre Lyon, ils ont quand même mis 8-2 à Lyon sur les 2 matchs, ce qui est énorme. Mais bon, Lyon, c'est une équipe à part cette saison. Donc une super saison, expliquée surtout par des individualités qui sont bien nouées au collectif, des joueurs assez intelligents. Je pense à Martin Terrier, donc on a des stats, 21 buts, et Bourigeaud qui fait une super saison, qui a 12 buts et 13 passes décisives, ce qui est quand même assez incroyable. C'est des joueurs qui sont assez élégants tactiquement, élégants balle au pied, intelligents, et qui ont une belle force de finition. Donc Martin Terrier, ça me fait plaisir de le voir à ce forme-là, parce que quand il était à Lyon, c'était quand même un joueur un peu discret, qui manquait un petit peu de... Voilà, qui manquait quelque chose. Et là, je pense réellement qu'il a trouvé une philosophie de jeu. Je pense qu'il a vraiment trouvé un schéma de jeu, je pense, pour ce joueur. Puis même Bruno Genesio, pense, plus l'aider. Et puis c'est un joueur qui a évolué sous ses ordres, donc peut-être que ça a pu le conforter. Donc je vais quand même dire chapeau Genesio en tant que supporter lyonnais qui n'était pas vraiment satisfait du travail de Bruno Genesio. Ça me fait un peu mal au cœur de le dire, mais il faut quand même reconnaître qu'il a fait une belle saison. Il a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 par ses pairs à l'UNFP au trophée. Je ne sais pas s'il méritait vraiment ce trophée, mais en tout cas c'est vrai qu'on a vu du beau jeu. Mais le bémol, c'est que pas de qualification en C1 et qu'une qualification en Europa League et au même nombre de points que Nice qui est en Europa Conference League. Donc c'est contrasté en fait. On aurait voulu les voir plus loin avec autant de budget, avec autant de beaux jeux quand même. C'est-à-dire qu'il y a une petite irrégularité à certains moments qui leur a fait payer cash. Parce qu'ils sont quand même à l'AS Monaco qui est 9ème, donc quand même à 3 points. Bon, ça a dû jouer sur un ou deux matchs. Tant pis pour eux, mais en tout cas, belle saison. Donc tout de suite, Monaco, qui a donc fini 3ème. Je vais être assez rapide sur Monaco. Je peux juste dire qu'effectivement, ils ont changé d'entraîneur à la mi-saison, à la trêve. Ils sont passés de Kovac à Clément, qu'on ne connaissait pas du tout. C'était assez... on s'interrogeait un petit peu, parce que Monaco faisait pas une si mauvaise saison que ça. C'était pas dingue, mais c'était pas une si mauvaise saison. Peut-être qu'il y a eu des problèmes en interne, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le fait que Clément vienne, bon, ça a mis un peu de temps, ça a mis quand même un petit peu de temps à que la machine se mette en marche. Notez qu'il y a eu 9 victoires d'affilée à la fin de la saison qui ont permis de faire une énorme remontada parce qu'ils n'étaient pas du tout, je crois, en février, janvier, ils n'étaient pas du tout dans les plans d'être en Ligue des Champions. Ils ont fait 9 victoires d'affilée, donc ce qui est assez dingue. Donc une super saison quand même de plusieurs joueurs avec des belles individualités. Je pense à Caio Henrique, Tchouaméni ou encore Ben Yedder qui finit avec 25 buts, donc c'est une super saison de sa part. Encore une autre, Ben Yedder il a toujours été au top, et Tchouaméni qui donc lui va partir au Real Madrid, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, 100 millions ou un petit peu moins. Donc 3ème, mais ils ont quand même des regrets, quand même, après avoir fait 9 victoires d'affilée. Le dernier match était salvateur, ils ont fait 2-2 contre Lens, mais c'est encore plus rageant parce qu'ils mettent le 2-2 à la 94e, 13e, donc ils perdent pas, mais Lens arrache le nul à la dernière seconde. Ça permet à Marseille de repasser devant Monaco. Donc c'était très bien. Et du coup, pourquoi c'était si important de finir 2ème et pas 3ème? Parce que quand même 3ème, ça permet d'aller en Ligue des Champions. C'est parce que ça permet au 3ème d'aller en tour préliminaire de Ligue des Champions, donc ce qui est totalement différent. Ça apporte pas déjà les garanties d'être en Ligue des Champions, et ça t'apporte encore une dépense d'énergie qui est supplémentaire. C'est-à-dire qu'on va être en septembre ou en août à faire des matchs contre le Shakhtar, peut-être pas le Shakhtar, mais en tout cas contre des clubs qui ont un bon niveau. Et toi, donc tu as donné beaucoup d'énergie, tu vas peut-être pas pouvoir te qualifier. Et encore, du coup, c'est-à-dire que ton mercato, tu vas devoir le décaler. C'est-à-dire que tu ne sais pas combien d'argent tu vas pouvoir investir par rapport à l'argent que tu gagnes des revenus de la Ligue des Champions. Donc c'est un vrai bordel d'être en tour de préliminaire. Donc c'est pour ça que ça peut être rageant pour les supporters de l'ASM ou même pour les joueurs, c'est dommage. Mais à voir ce qu'ils nous feront les prochaines. Mais j'espère qu'ils passeront en Ligue des Champions quand même, parce que c'est toujours plus sympa d'avoir des représentants de Club France en Ligue des Champions. Donc voilà. Donc Marseille qui finit 2ème, c'est mérité en soi, parce qu'ils ont quand même été 2ème
le plus de fois dans cette saison. Mais comment l'expliquer? C'est très simple, je vais vous l'expliquer. Déjà, un gros mercato. Pablo Longoria, qui est devenu le directeur sportif et aussi le directeur général, président de Marseille, qui a fait un travail énorme. Cette saison, le mercato a été une grande réussite du côté de Marseille, c'est-à-dire que pour les arrivées que je vais vous donner, c'est que des réussites. Paul Lopez, une réussite. Gerson, une réussite, même s'il est moins bon que Paqueta. Saliba, une réussite aussi. Luan Pérez, il était très bon. Guendouzi était très bon, même si je ne suis pas très fan de joueur, il était très bon aussi. Et Wunder qui était bon, mais bon, ça n'a pas été un excellent joueur, mais il était plutôt bon quand même dans son collectif. Donc ça a quand même ramené pas mal de joueurs de bonne qualité dans le groupe marseillais. Ça en manquait, ils en avaient besoin. Donc on peut quand même dire qu'il y a une belle régularité. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la saison, il y a une belle régularité de cette équipe face aux équipes du bas de tableau, du milieu de tableau, ou même après le top 10. Mais on peut quand même voir qu'il y avait une petite déficience contre les grosses équipes. Ils perdent quand même 2 fois contre Lyon, qui ne fait pas du tout sa meilleure saison. Ils font un 0-0 contre Paris, mais ils perdent contre Paris après. Il me semble qu'ils doivent perdre contre Rennes, ils doivent perdre aussi une fois contre Monaco. De battre ces équipes qui étaient plutôt quand même dans le haut de tableau, ça aurait pu leur permettre d'être plus proches du PSG quand même, puisqu'ils sont quand même à 15 points de retard du PSG, ce qui est quand même assez énorme. Donc voilà, peut-être que ça aurait pu mettre une petite lutte pour la place du champion. Voilà, ils méritent leur deuxième place. On peut dire qu'effectivement, moi je trouve qu'il y a eu un bel état d'esprit. Je trouve que les joueurs marseillais ont été convaincants, ils ont tout donné, ils ont mouillé le maillot, ça se voyait. En même temps, Jorge Sampaoli, pour moi, c'est un entraîneur qui demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'implication sur le terrain. Donc on a eu des garçons qui ont vraiment mouillé, qui ont joué le jeu. Je trouve qu'ils ont joué le jeu sur ce groupe marseillais dans ces matchs. Mais après, c'est comme je l'ai dit, ça demande beaucoup d'énergie et on est sur une saison où ils ont joué toutes les saisons de la Ligue 1, ils sont quand même plus, je crois, ils sont à un quart de Coupe de France, et ils sont allés très loin en Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'ils ont quand même fait toute la phase de poule d'Europa League, et après une plus grande partie de la phase éliminatoire en Conference League, donc ça puise des forces, même s'ils avaient quand même un grand groupe. Sampaoli, il avait ce talent de faire tourner intelligemment avec plusieurs systèmes, donc c'est ce qui a pu leur valoir leur deuxième place, je pense, c'est d'avoir su économiser, mais ils s'étaient cramés. Quand même, je pense qu'à la fin de la saison, les joueurs marseillais en pouvaient plus, c'est pour ça qu'il y a une baisse de régime, ça s'est vu contre Lyon, l'équipe n'était pas au max physiquement. Mais donc voilà, donc, tout ça pour résumer que c'est une très belle saison, 21 victoires, 8 nuls et 9 défaites, 5e attaque et 2e défense. Donc c'est là où on voit quand même la régularité dans les résultats. On a vu aussi quand même une grosse patte de Sampaoli, c'est 60% de possession, c'est la 2e plus grande possession de Ligue 1, juste après Paris. Je crois qu'il y a Lyon qui vient en 3e, en tout cas 60%, c'est quand même assez énorme, environ par match en moyenne. Donc voilà, une qualification pour les tours de phase de poule direct en Ligue des Champions, c'est assez important pour les finances du club, voilà, qui était un petit peu bancal. Ça va pouvoir ramener de la visibilité au club, ça va faire revenir la Ligue des Champions dans un vélodrome plein, on l'imagine, on l'espère, et essayer de faire briller les clubs français en Ligue des Champions, c'est important. Alors la première place du championnat, c'est occupée par Paris, Paris champion. Paris a tout écrasé cette saison, après avoir perdu le titre l'année dernière, ils récupèrent leur dû. Que dire sur leur saison? On va pas vraiment axer sur la saison de Ligue des Champions, on va plus l'axer sur la saison de la Ligue 1. On est obligé de dire qu'avec 86 points, c'est une saison réussite, ils ont tout écrasé, 90 buts marqués, une différence de but de plus de 86 points du coup. Et plus de 15 points d'avance sur le deuxième, donc c'est assez énorme. Mais voilà, Paris écrase toute cette saison, et je pense que Mbappé en est responsable. 28 buts, 17 passes décisives, c'est énorme. Mbappé, il a été monstrueux cette saison, ça a été un monstre de statistiques. Je pense que sans Mbappé, Paris aurait été mal en point, parce qu'avec un Neymar un peu mou du genou comme ça, comme on a vu des joueurs Di Maria qui n'étaient pas au top non plus cette saison, on a eu un Messi un peu timide, mais qui s'est quand même réveillé par la suite. On a quand même 14 passes décisives et 6 buts pour Messi. Moi, je trouve ça convenable pour un joueur qui fait sa première partie de saison en Ligue 1, enfin qui fait sa première saison en Ligue 1. Bon, après, c'est quand même un septuple champion, un septuple ballon d'or, donc on peut avoir beaucoup plus d'exigences, c'est vrai, mais c'est un championnat différent, la Ligue 1, c'est un champion très physique. Messi n'avait jamais vraiment quitté son club, n'avait jamais vraiment quitté le Barça, donc on peut l'expliquer. Il y a l'âge qui arrive aussi. Je trouve que 14 passes décisives, 6 buts, c'est honorable. Franchement, on aurait pu en demander plus, surtout en Ligue des Champions par exemple, mais bon, voilà, pas trop en demander non plus. En tout cas, voilà. On peut parler un peu de l'avenir, puisque la saison en général de Ligue 1, ils ont tout écrasé, on a un peu tout dit, les stats, etc. Mais un peu de l'avenir, qui sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, Zidane, Galtier. On a vu une nouvelle direction avec l'arrivée de Luis Campos, qui est pour moi le meilleur directeur sportif du foot. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, ce qu'il a fait à Monaco, ce qu'il a fait à Lille, c'était assez dingue. Il a apporté toujours des joueurs avec
une fraîcheur, puis même des joueurs pas très connus qui sont devenus des stars tout de même. Donc je trouve ça assez important qu'il y ait un peu ce changement de mentalité à Paris. Mais en tout cas, ça c'est pour la direction sportive. Ce qu'il y en est pour l'entraîneur. Donc on a le choix entre Galtier et Zidane. Moi, à la place des dirigeants, je pense que je suis comme les dirigeants parisiens. J'aurais voulu que ce soit Zidane qui vienne parce que le problème du vestiaire de Paris, c'est que c'est un vestiaire de stars. C'est que des stars à Paris. Quand on a un septuple champion, un septuple ballon d'or, quand tu as Neymar, quand tu as Mbappé, quand tu as Verratti, quand tu as Ramos, quand tu as Donnarumma, quand tu as Navas, c'est énorme. C'est quelque chose de. C'est un club qui fait pour briller et qui brille à l'international. Donc il faut quelqu'un qui se fasse respecter dans le vestiaire où les joueurs vont l'écouter. Je pense que Zidane a cette étoffe-là, 3 fois les vainqueurs de la Ligue des Champions. C'est énorme, puis ça a été un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc je pense que voilà, c'est ce qui fait que les joueurs l'écouteront. Et Christophe Galtier, c'est un super entraîneur en France, hein, il a fait des bonnes choses, c'est un super entraîneur. Je trouve qu'à Saint-Etienne, il a fait des bonnes choses. À Lille, il a fait des super choses. À Nice, cette saison, 5e place, pas un très beau jeu. C'était pas top. Je ne sais pas comment il pourrait faire pour gérer ce vestiaire qui est explosif, hein, qui est énorme, qui est très politique. Paris, c'est un club très politique. C'est un club qui est fait pour faire briller le Qatar. Donc, il y a des impératifs. Tu décides pas tout. Donc, je pense que Zidane aurait été le bon choix, mais je pense qu'il va pas vraiment vouloir venir du fait que je pense qu'il veut être sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Voilà pourquoi. Je pense qu'il ferait un petit dégraissage cet été au PSG et surtout acheter des joueurs intelligents, que ce ne soit pas forcément des superstars, comme on a vu avec Liverpool par exemple. Quand tu regardes la ligne d'attaque avec Mo Salah, Mané, Firmino, maintenant il manque qu'il y a Nunez aussi qui est venu, ou tu as encore Diogo Jota, mais en tout cas c'est des joueurs qui n'étaient pas dans les plus grands clubs du monde. Quand tu regardes Mané, il était à Southampton, quand tu regardes Van Dijk par exemple, il était à Southampton aussi, Mohamed Salah il était à la Roma, donc tu vois c'est un recrutement intelligent. Je pense qu'effectivement on peut créer avec un bon collectif des super équipes. Voilà, je pense que Paris devrait s'inspirer un peu de ce genre de modèle de recrutement et pourquoi pas espérer gagner une étoile l'année prochaine. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai parlé d'à peu près plusieurs clubs, 11 clubs, désolé pour les supporters des clubs dans lesquels je n'ai pas parlé. Comment on peut résumer cette saison ? Je trouve que c'est une belle saison, assez prolifique. Il y a eu pas mal de buts, pas mal de jeux, c'était surtout au début de la saison, pour les 6 premiers mois, il y a eu pas mal d'actions, c'était assez plaisant à regarder. Voilà, puis même les résultats en Coupe d'Europe ont été un peu mitigés, mais il y a quand même pas mal de clubs qui sont allés en 8e, donc c'est assez important pour le coefficient UEFA. Des belles équipes, voilà, il y a des équipes qui n'ont pas été au rendez-vous et d'autres qui l'ont été. Il y a eu de beaux matchs, il y a eu des choses, il faut peut-être revenir sur certains points pour les événements qu'il y a eu dans les stades cette saison en Ligue 1, que ce soit à Nice, à Lyon ou même dans d'autres clubs, les jets de projectiles, même à Marseille, il y a eu pas mal de jets de projectiles. C'est décevant, ça met une mauvaise image au foot, même ce qu'on a vu au Stade de France pour la finale de Ligue des Champions, c'est dommage, c'est dommageable. Il faut éviter ce genre de comportement. Et puis voilà, donc c'est le petit mot que je voulais dire. Merci de me regarder. Merci pour la première vidéo dont Parle Foot qu'on a fait, qui a fait pas mal de vues. Je suis très content, ça me donne beaucoup de force, moi et mon équipe technique. Voilà, donc je vous embrasse et puis passez une bonne soirée.